Donc bonjour. Donc au début, je remercie les organisateurs, notamment Dr Ibrahimi, Dr Ferdaous et l'ensemble de l'équipe de m'avoir nous invités aujourd'hui autant qu'ORL pour voir la collaboration entre ORL et Pneumo pour la prise en charge je dirais, des pathologies de sommeil. Donc, et on commence cette session par l'endoscopie sur sommeil induit, qui est l'implication pratique pour l'ORL, donc qui va être traité par notre ami, professeur Amal Hajij, professeur d'enseignement supérieur à l'UMCSP Casablanca. À vous la parole. Merci beaucoup. C'est pour moi un grand honneur, d'être là dans ce, congrès qui relate, l'intérêt de la pluridisciplinarité et de la collaboration dans la prise en charge de la pathologie, du sommeil. Je tiens tout particulièrement à remercier la Fédération marocaine, de médecine du sommeil et de la vigilance et à leur tête, docteur Ibrahimi de m'avoir conviée à ce congrès. C'est aussi un grand plaisir de retrouver, mes maîtres et amis du CHU de Fès, donc mon CHU où j'ai fait mon résidenat, donc c'est un grand honneur que la session soit modérée par, professeur Mansour et professeur Outassi. Donc j'ai été chargée de traiter la alors je mets plein écran, s'il vous plaît? Est-ce que je mets plein écran? Donc j'ai été chargée de traiter l'impact, qu'a l'endoscopie sous sommeil induit, la Drug Induced Sleep Endoscopy, pour la pratique de l'ORL. Donc l'ORL, intervient dans l'évaluation du niveau d'obstacle, donc pour phénotyper ce type d'obstacle, toujours on en parle de phénotypage depuis, le démarrage de ce congrès. Et là, on va un peu faire le point sur cette thématique, aujourd'hui. Alors, il y a un petit bug, si quelqu'un peut nous aider à faire passer les slides. J'ai pas le contrôle sur les diapositives. J'ai juste besoin de la souris. Voilà, c'est bon. Donc, pour traiter ces thématiques, nous allons bien sûr définir l'endoscopie sous sommeil induit, parler de l'examen clinique initial du patient qui se présente en consultation pour une suspicion de SAOS adressée par nos confrères où le motif de consultation est un ronflement. Nous allons quand même faire le point sur quelque chose qui est de pratique courante, quelque chose qu'on fait dans la consultation qui est l'endoscopie patient éveillé. Est-ce que ça apporte quelque chose? Et on va voir ensemble que ça apporte beaucoup. Et faire le contraste entre la DICE et l'endoscopie chez le patient éveillé avant de parler des indications, des contre-indications, des aspects techniques, des résultats, classification et phénotypage, et quel plus aurait cette DICE dans la prise en charge du patient apnéique et quel impact pour la prise en charge du patient pour l'ORL spécifiquement. Donc, qu'est-ce que c'est que la Drug Induced Sleep Endoscopy ou l'endoscopie sous sommeil induit? Donc, c'est une nasofibroscopie souple des voies aériennes supérieures réalisée sous sédation. Donc, c'est un sommeil pharmacologique induit. Donc là, il y a toute une prudence sur ce degré d'endormissement qui doit être atteint par nos confrères réanimateurs anesthésistes. Et elle a comme principaux objectifs de visualiser en temps réel, donc patient devant nous, endormi, en paire, nasofibroscopique, quel serait le site d'obstruction, du collapse, sa configuration et son degré. Responsable du renflement parce qu'on doit constater le renflement durant l'examen et prédire donc, en général, on l'a fait chez des patients diagnostiqués pour SAOS, donc on a déjà la polysomnographie en poche. Dans des conditions qui sont là encore une fois proches du sommeil. C'est pas un sommeil spontané, mais c'est un sommeil provoqué. On va voir toutes les molécules qui doivent être utilisées dans ce sens-là. Et ça devrait nous guider dans un traitement individualisé, principalement indiqué avant une chirurgie, avant la mise en place d'une orthèse d'avancée mandibulaire, de proposer un traitement positionnel, ou encore là, sélectionner des patients pour la simulation du nerf hypoglosse, et encore aussi la chirurgie robotique de la base de langue, la TROS,
qui là, commence à prendre une grande place et dont la DICE va trouver une grande place dans cette évaluation. Pour l'historique, bon, ça n'a pas vu le jour, récemment, c'est quelque chose qui a été décrit en 1991, où on a décrit la technique, on l'a utilisée, on l'a généralisée un petit peu vers les années 2000. On a diffusé son utilisation et cette évaluation, du SAOS avant toute chirurgie ORL, donc du renflement et pour apprécier en effet ce collapse principalement qui nous pose problème, l'obstacle rétrolingual glottique et qui va être plus ou moins reproductible à l'état d'éveil. Donc il faut prédire sous sommeil induit cet obstacle réel que le patient a. Il y a eu la diffusion du papier, donc l'European Position Paper en 2014, qui a standardisé le scoring endoscopique, comme par exemple le vote, etc., et qui a bien détaillé les agents de sédation, la terminologie et le reporting. Et depuis, les publications scientifiques, la recherche a continué pour évaluer sa pertinence, son impact, sa reproductibilité et vraiment est-ce qu'elle apporte ou pas un plus, en intégrant bien sûr toutes les autres données de l'examen clinique d'un patient qui se présente pour un SAOS. Donc je vous apporte rien. Vous savez très bien qu'en respiration normale, les voies aériennes sont ouvertes, donc l'air va passer sans problème. Qu'est-ce qui se passe chez le patient qui a un SAOS? Il y a un soi-disant collapse qu'on devrait détecter. Et ça se passerait où? Ça se passerait à un niveau ou bien à plusieurs niveaux des voies aériennes supérieures, depuis les fosses nasales, passant par le voile, l'oropharynx, l'hypopharynx, mais aussi bien entendu, l'étage glottique avec tous les impacts sur la qualité du sommeil, les symptômes diurnes, nocturnes, tous les risques cardiovasculaires que vous connaissez très très bien et l'impact social et professionnel. Devant ce patient qui a un SAOS, les approches thérapeutiques sont très variables. Ça va de la ventilation par pression positive continue, qui est le gold standard pour les SAOS sévères, modérés à sévères avec comorbidité, les orthèses d'avancée mandibulaire, qui reste une alternative pour les patients qui ont un obstacle qui se modifie aux manœuvres, on va le voir ensemble, les manœuvres de propulsion mandibulaire et qui ont un SAOS modéré. Là encore, on ne peut pas les proposer rapidement en première intention devant des SAOS sévères. Les thérapies positionnelles et les chirurgies. Donc, le chirurgien ORL peut apporter un plus dans la chirurgie vélaire, oropharyngée, amygdalienne, la chirurgie de la base de langue, au sens large du terme avec la robotique et la stimulation du nerf hypoglosse ou la chirurgie orthognathique, c'est les avancées mandibulaires. Donc on l'a très bien détaillé durant ce congrès. Il y a des facteurs de risque à analyser, un calcul d'une certaine probabilité d'un SAOS et ne pas. Donc les symptômes vont annoncer une probabilité d'un SAOS et pas poser le diagnostic. Donc les symptômes nocturnes, les symptômes diurnes. Donc il y a des questionnaires validés qui permettent un screening et une classification du risque, une stratification du risque. Mais on va bien entendu avoir l'apport de la polysomnographie associée à ces questionnaires dans le diagnostic. Maintenant, quelle est la part de l'ORL? Quel bilan? Nous, on intervient à quel niveau? Nous, on fait l'examen clinique de la sphère ORL et des voies aérodigestives supérieures. Donc, ça commence par des examens simples. Donc, déjà, l'examen clinique, morphologique du patient. Déjà, l'examen en rhinoscopie, chercher un obstacle nasal, une déviation septale, une rhinite, une polypose, enfin, toutes les anomalies, même les anomalies valvaires obstructives. On intervient à l'examen oropharyngé pour évaluer la morphologie de l'oropharynx, tout ce que vous connaissez, le malapathie, le scoring du volume amygdalien, et on devrait reporter pour nos confrères, en collaboration multidisciplinaire, le score de Friedman. Plus il est augmenté, plus il y a un risque, bien entendu, d'obstacle donc oropharyngé, la morphologie de la langue, la morphologie du voile, et on reporte tout ça sur un examen clinique du sommeil qui a été largement notifié et rapporté par le rapport de la Société française d'ORL. Donc, on établit, selon une certaine didactique de notre examen, on fait une fibroscopie initiale, on évalue l'état des amygdales linguales, est-ce qu'il y a un rétrécissement rétrovélaire, est-ce qu'il y a un rétrécissement rétro-basilingual. On essaie déjà chez le patient éveillé en consultation, position assise et couchée, par des manœuvres comme la manœuvre de Muller, inspiration forcée, nez bouché et bouche fermée, en position assise et couchée, de voir les sites obstructifs. Est-ce que c'est vélo-amygdalien? Est-ce que c'est rétro-basilingual?
Et son phénotype, est-ce que c'est antéro-postérieur, transversal ou concentrique? Et on fait les différentes manœuvres, propulsion linguale, propulsion mandibulaire, pour voir est-ce qu'il y a une modification de cet espace. Est-ce que l'espace s'ouvre grâce à ces différents artifices parce que ça va nous guider dans la thérapeutique. Sans oublier d'évaluer les bases osseuses cliniques, complétées parfois par des céphalométries face et profil pour diagnostiquer, étiqueter une rétromaxillite, rétrognathie, une face longue, face courte, on va le voir, et évaluer les ATM, les articulations temporomandibulaires, surtout quand on a un projet de prothèse d'avancée mandibulaire pour voir est-ce que le patient va supporter ces thérapeutiques-là. Et on va évaluer le degré de possibilité de propulsion active. On va évaluer l'état dentaire, quelle est la classe dentaire du patient, est-ce qu'il y a un traitement d'un foyer infectieux qui doit être fait ou une parodontopathie avant de proposer des thérapeutiques comme par exemple l'orthèse d'avancée mandibulaire, est-ce qu'elle est possible ou pas. Tout ça, on le reporte à nos confrères dont l'examen ORL du patient en suspicion de SAOS ou le patient en SAOS. Quelques exemples, par exemple, cliniquement déjà, on peut voir une face longue, un cou court, un rétrognatisme, une classe 2, une propulsion mandibulaire active très limitée. Là, on va voir un petit contraste dans ce qu'on fait quotidiennement, sans un coût supplémentaire, sans une prise de risque anesthésique, la nasofibroscopie à l'éveil versus sous en sommeil induit. Est-ce qu'il y a un apport? On va le voir à fur et à mesure. Bien sûr, les collapses évidents peuvent être vus, visualisés à la nasofibroscopie, passant éveillé en position assise, position couchée. On évalue l'anatomie de la sphère ORL, on fait notre manœuvre de Muller. Généralement, on arrive quand même à établir ce site d'obstruction. Quel serait l'apport de l'endoscopie sous sommeil induit? Elle mime le sommeil, donc on va avoir plus un apport en termes donc de relâchement musculaire. On va visualiser le patient en renflement, ça c'est important que le patient, durant cette anesthésie, a le renflement et on va évaluer encore mieux le site obstructif. Mais ça nécessite bien entendu une sédation. Il y a des preuves mitigées, donc ça c'est à partir d'une revue bibliographique sur des méta-analyses. Pas forcément les patients qui ont eu des DICE ont eu une amélioration, un meilleur succès post-chirurgie. Donc il faut prendre les choses et nuancer les choses en termes de preuves, au niveau de preuves. Bon, quelques cas cliniques typiques, on reçoit un patient qui a une obésité, un IMC supérieur à 30, un Friedman 3, et on peut évaluer cliniquement par endoscopie le niveau d'obstacle. On va voir si la vidéo se lit. Sinon, j'ai d'autres. Donc, par exemple, là, une nasofibroscopie en position demi-assise. Donc, on a dépassé les fosses nasales. Donc, là, au niveau de l'oropharynx, avec la manœuvre de Muller, et on a un obstacle concentrique. On avance un petit peu plus. L'obstacle, il est transversal en oropharyngé. On a un obstacle rétro-basilingual, une épiglotte, une position de 50%. On voit 50% les taches glottiques. On demande au patient quelques petites manœuvres de propulsion. Là, on a un obstacle antéro-postérieur évident, d'accord, par la base de l'angle qui est hypertrophiée. On demande au patient de faire une propulsion mandibulaire, une propulsion linguale et on évalue est-ce que vraiment ça ouvre ou pas l'espace rétro-basilingual. On répète tout ça en position couchée. Généralement, ça s'aggrave quand c'est positionnel. On a un collapse là, plutôt latéral à la manœuvre de Muller, oropharyngé. On revoit notre obstacle rétro-basilingual. On redemande au patient de faire la propulsion linguale, la propulsion mandibulaire et on évalue est-ce qu'il y a ou pas une ouverture de l'espace. Quelques autres exemples, là, un obstacle nasal avec une déviation septale. On passe le nez difficilement, donc je dirais 75% d'obstruction. Difficilement on trouve notre espace pour passer. Là, la manœuvre de Muller au niveau vélo-pharyngé, où on voit cet obstacle circulaire concentrique. On avance un petit peu au niveau de l'oropharynx. On aperçoit l'épiglotte qui est complètement basculée en arrière. On apprécie l'état de la base de langue. Est-ce qu'il y a une hypertrophie de la base de langue qui crée cet obstacle rétro-basilingual? Et on fait les différentes propulsions linguales mandibulaires. Est-ce qu'on arrive à dégager cet espace-là? Pas vraiment. Position couchée. Encore une fois, on répète les deux différentes manœuvres, propulsion mandibulaire, propulsion linguale, le Muller, etc. Bon, j'ai d'autres exemples donc d'examens évidents. Nasofibroscopie en position encore demi-assise. On va voir s'il y a
Donc on commence par, bien entendu, par la manœuvre de Muller. Là, on va voir un obstacle rétro, vélaire, plus ou moins, bon voilà, on a de l'espace, d'accord, 50, pas beaucoup. On avance, on voit la base de langue, on voit l'épiglotte. Donc on a un obstacle rétro-basilingual qui fait basculer l'épiglotte en arrière. On demande au patient de faire les différentes manœuvres de propulsion et on évalue en position assise, position couchée, cette amélioration ou pas de l'espace et on fait le reporting sur notre examen du sommeil. Là aussi, une déviation septale qui limite l'espace de passage, donc ça se répète un petit peu. Obstacle rétrovélaire, là c'est le voile du palais, antéro-postérieur, base de langue très hypertrophiée, coprolaps épiglottique à 50%, on fait la propulsion mandibulaire, la propulsion linguale et on fait le reporting. Donc je vous ai fait le panorama en fait de l'examen classique, sans coût supplémentaire pour le patient. Quand est-ce que maintenant cette nasofibroscopie patient éveillé n'est plus suffisante? Il y a des indications bien précises à la DICE, la Drug Induced Sleep Endoscopy, qui se fait en bloc opératoire ou en service d'endoscopie. Donc, et c'est un examen complémentaire, hein, j'insiste là-dessus, c'est un examen complémentaire, il n'est pas demandé en première intention. Ça optimise le choix thérapeutique du SAOS pour comprendre un échec de traitement et il est indiqué dans des situations bien précises. Une intolérance ou un échec d'une CPAP, ça reste quand même 50% des cas, pour redéfinir enfin, phénotyper l'obstacle, proposer des alternatives, orthèse d'avancée mandibulaire ou chirurgie. Échec d'un traitement antérieur, là encore une fois, échec d'une chirurgie. Pourquoi il y a eu l'intervention chirurgicale, mais malheureusement, ça n'a pas trop marché pour le patient. Faire un bilan préthérapeutique ciblé. Avant une chirurgie orthognatique, ça reste quand même une chirurgie lourde d'avancée mandibulaire, on n'a pas de possibilité de retourner en arrière. Avant de proposer systématiquement, avant de proposer un implant pour simuler l'hypoglosse, donc elle est indiquée. Et là, je rajouterai aussi la chirurgie de la base de langue, chirurgie robotique. Et dont le SAOS persistant chez l'enfant, ça a été largement détaillé par ma collègue Dr Amarouche hier, quand le SAOS persiste après une adéno-amygdalectomie. Quelles seraient maintenant les contre-indications? L'examen n'est pas systématique et doit être évité, donc rationaliser nos examens complémentaires lorsqu'il ne va pas apporter un plus, ni en termes d'information, ni en termes de prise en charge. Un patient qui est bien traité, compliant à la CPAP, quand on a un site obstructif évident à l'examen clinique vigile, hypertrophie amygdalienne, Friedman 3, ou bien systématiquement avant une orthèse d'avancée mandibulaire, quand on a évidemment une ouverture d'espace à l'avancée mandibulaire, et là, ça serait inutile. Et encore plus quand c'est contre-indiqué, quand on a une insuffisance respiratoire chronique sévère, une obésité morbide, avec un IMC supérieur à 40, on a un risque anesthésique qui dépasse le bénéfice, et ou au cas où on n'a pas de projet thérapeutique à proposer ce patient. Il est en contre-indication à la chirurgie, il est en contre-indication à une orthèse d'avancée mandibulaire, donc post-DICE, on n'a rien à proposer, il vaut mieux ne pas l'indiquer. S'il vous plaît, la régie, s'il vous plaît. Le déroulement de l'examen, donc quel serait le protocole d'anesthésie? Donc l'objectif est d'induire un sommeil qui reproduit le plus possible, le plus fidèlement possible un sommeil spontané, un sommeil naturel, en reproduisant la même obstruction des voies aériennes sans les exagérer. Donc la molécule de choix reste le propofol. Et selon la littérature, donc c'est surtout une sédation intraveineuse avec titrée qui fait l'unanimité sur un gotho pulsé avec un niveau de sédation cible, sédation progressive. On débute à 2 à 2,5 microgrammes. Le patient doit renfler et n'a pas répondre à la voix. Donc, il ne répond plus aux stimuli vocaux, il ronfle, mais il n'est pas trop sédaté non plus. Donc, il faut une certaine précaution pour ne pas surdoser le patient, ou si on a une anesthésie trop profonde, on va soit exagérer, fausser l'examen, ou si la sédation est insuffisante, on a encore du tonus musculaire et finalement, on n'a pas vraiment simulé le sommeil. Le déroulement de l'examen ou de la procédure endoscopique, une fois le niveau de sédation cible atteint, l'opérateur ORL effectue une analyse séquentielle systématique des voies aériennes supérieures qui ressemble point par point à ce qu'on a vu dans la nasofibroscopie classique. On prépare la fosse nasale, même petite anesthésion locale, et on utilise la fosse nasale la moins perméable pour ne pas compromettre le flux nasal.
On analyse le voile du palais, l'oropharynx, la base de l'angle, l'épiglotte. On fait les manœuvres dynamiques enfin, notamment l'avancée mandibulaire pour évaluer l'effet potentiel d'une orthèse d'avancée mandibulaire. Et on met à la fin le patient en position dictus latéral si une composante positionnelle du SAOS est suspectée. Classification par la suite, reporting, donc on doit utiliser la classification validée dans la classification vote. V pour le vélum, O pour oropharynx, T pour la base de langue, E pour l'épiglotte, et on évalue le niveau d'obstruction de 0 à 2, où c'est carrément un collapse total, avec les phénotypes antéro-postérieurs versus latéral. C'est très important, et en plus, dans l'oropharynx, est-ce que c'est concentrique? Mais aussi au niveau de l'épiglotte. Cette classification n'est pas l'unique, il existe une autre, notamment la NOHL, qui inclut le nez. Donc, c'est intéressant d'inclure cette obstruction nasale, d'autant plus quand on a une déviation septale, une hypertrophie turbinale, une polypose nasocinusienne. On inclut le nez, l'oropharynx, donc typer l'obstacle et le phénotyper préciser le site, mais le phénotyper antéro-postérieur et le degré de cet obstacle, on inclut l'hypopharynx et le larynx. Quel serait en image simple ce phénotype d'obstruction? Par exemple, pour la base de langue, en général, on a un collapse antéro-postérieur à ce niveau-là. Au niveau du voile, c'est généralement des collapses concentriques, mais aussi au niveau de l'opharynx, par exemple, on a un collapse latéral à ce niveau-là. Dans la première image, donc là, on a un collapse antéro-postérieur de la base de langue, donc voilà l'épiglotte qui est complètement basculée en arrière, qui cache les taches glottiques. Là, au niveau de l'oropharynx ou du voile, là, donc comme manœuvre de Muller, plus simple, ou lors de la DICE, lors du renflement, donc on a un collapse concentrique ici. Et là, au niveau de l'oropharynx, on voit cette paroi latérale qui se rétrécit transversalement. Un petit point sur la DICE chez l'enfant. Il faut se méfier parce que les études l'ont montré, il y a une possibilité d'exagération, hein, d'induire une obstruction qui n'était pas présente lors d'un sommeil naturel et ça atteint quand même les 21%. Donc il faut être prudent parce qu'on utilise des drogues anesthésiques, donc c'est vraiment très difficile. Il faut des réanimateurs pédiatriques qui vraiment vont aller sur la dose minimale efficace et pas exagérer cet obstacle-là. Donc il y a un risque de surestimation de la sévérité ou de diagnostic erroné de SAOS. Donc jamais d'indication thérapeutique chirurgicale basée uniquement sur la DICE. Bien entendu, on est dans un congrès pour le dire et le répéter, c'est la confrontation des différents examens complémentaires. Finalement, au bout de ce topo, quel serait le plus de la drug induced sleep endoscopy? Bon, ça permet beaucoup de choses quand même. Ça nous permet, depuis le screening, le dépistage ou la suspicion d'un SAOS, où on fait un autre bilan initial, donc on réalise une sédation contrôlée, nasodynamique. Ça nous permet d'évaluer la cartographie des différents sites et surtout détecter les multisites par la classification VOT ou autre, localiser l'obstruction, la phénotyper, donc on aura un diagnostic précis. Monocyte est plus simple à traiter, rétrovélaire, ou bien versus rétrobasilingual. Les multisites, beaucoup plus difficiles dans la proposition d'une thérapeutique, je dirais, chirurgicale. Ça permet d'optimiser les thérapeutiques, les guider, prédire le succès d'un traitement global et de simuler efficacement, lors de l'avancée mandibulaire, est-ce qu'on va améliorer cet espace rétrobasilingual pour le prescrire, planifier une chirurgie. Donc, on retient qu'elle est systématiquement demandée avant une chirurgie invasive, une chirurgie d'avancée mandibulaire, un implant d'hypoglosse. Et ça permet de comprendre les échecs des autres thérapeutiques. Donc, on reçoit des patients en échec thérapeutique, on peut prescrire, on peut indiquer une DICE qui n'a pas été faite. Bon, quelques articles sur les applications cliniques dans l'apnée de sommeil. Il faut savoir que ça permet donc les différents scorings qu'on a vus, donc de phénotypage. Et ce qui serait aussi intéressant, par exemple dans cette étude-là, de la coupler lors de l'anesthésie à des EMG et des EEG pour monitorer la composante musculaire, la composante neuropathique peut-être, et ne pas uniquement se baser sur l'obstacle mécanique. Donc ça, c'est ce qu'on a vraiment vu sur les types d'obstacles. Et ce que j'ai trouvé aussi d'intéressant, euh, alors je passe la diapo, c'est puisqu'on est dans une médecine prédictive de résultats, médecine de précision, est-ce qu'il y a des facteurs prédictifs pour la décision du patient à aller vers une chirurgie?
Donc là, c'est une étude intéressante qui a fait une cohorte rétrospective. Ils ont évalué les patients qui ne se sont pas présentés ou n'ont pas pris de rendez-vous d'endoscopie sous sommeil induit ou de chirurgie, donc ils se sont retirés, versus les patients qui vont vers une chirurgie. Quels seraient les facteurs intéressants à analyser? Ben, ils ont retrouvé, à partir de la consultation initiale ORL, ce point décisionnel vers chirurgie DICE ou pas, serait impacté par un certain nombre de facteurs. Ils ont trouvé que c'est une population, pour la partie bleue, le groupe DICE chirurgie, c'est des patients qui ont plus de symptômes de somnolence ou bien au contraire des insomnies, qui ont utilisé une thérapeutique antérieure et ils se retrouvent dans l'échec thérapeutique et qui ont un conflit décisionnel bas. C'est des patients qui prennent rapidement des décisions. Donc, ils ont fait un scoring intéressant sur la capacité de patient à prendre une décision rapidement. Donc, c'était des patients moins hésitants et des patients qui étaient moins obèses. Ben, c'est un baromètre intéressant pour nous ORL parce que quand on propose une thérapeutique, on voudrait bien savoir qui va nous suivre dans une chirurgie précédée par une endoscopie de sommeil induit. Et là, ce serait intéressant de développer des outils d'aide à la décision pour comprendre les profils des patients, pour les aider, pour soutenir leur choix thérapeutique. Donc avant de conclure, quel impact sur la prise en charge du patient par l'ORL? On va retenir quelques implications cliniques très pratiques pour une prise en charge personnalisée selon le phénotype observé. Quand il y a un collapse vélaire concentrique isolé, qui se ferme en façon concentrique, ben, en général, c'est des facteurs, on le connaît, mes confrères ORL peuvent l'infirmer, le confirmer. Ben, quand on fait une pharyngoplastie, une UVPP, peut-être que ça va pas être efficace parce que l'obstacle est vraiment concentrique. C'est pas la longueur de la luette, c'est pas la taille du val du palais, c'est qu'il y a un obstacle concentrique qui est là. Quand on a un collapse antéro-postérieur de la base de l'angle, ce phénotype est un bon prédicteur d'une réponse favorable à une orthèse d'avancée mandibulaire, quitte à chercher cette amélioration d'espace à l'avancée mandibulaire avant de le proposer. Quand on a un collapse vélaire concentrique complet, donc associé à un obstacle rétrobasilingual, ben, c'est une contre-indication anatomique à mettre un stimulateur de l'hypoglosse parce qu'on l'a laissé derrière nous un voile concentriquement qui va se collaber. Donc, vraiment contre-indication à cette stimulation. Et dans l'obstruction multi-étagée qui nous pose tous un problème, il est nécessaire de discuter en pluridisciplinaire les différentes options thérapeutiques à le patient. PPC, orthèse d'avancée mandibulaire, chirurgie, quel type de chirurgie, en évaluant le rapport bénéfice-risque de chaque patient, donc discussion pluridisciplinaire. Dans l'obstruction épiglottique, elle est un petit peu difficile à prendre en charge, où l'épiglotte elle bascule, base de langue qui pousse. Donc, elle est traitée en premier lieu par une PPC, bien entendu, quand sa hausse modérée à sévère, une orthèse d'avancée mandibulaire ou un traitement positionnel. Le choix se fait encore une fois en pluridisciplinaire. En conclusion, point à retenir, la l'endoscopie sous sommeil induit est là des avantages, donc bénéfice risque à évaluer. On va discuter, si vous voulez, un peu plus tard sur le coût aussi de cette investigation. Elle établit le phénotype, donc elle identifie le phénotype obstructif spécifique du patient atteint de SAOS. Elle peut optimiser une PPC qui est finalement une technique cruciale, qui est la base du traitement du SAOS modéré à sévère avec facteur de risque. Elle permet une vision tridimensionnelle, dynamique et spécifique des sites d'obstruction. Donc toujours phénotypage du patient, ne serait-ce que sur le plan clinique, pour permettre un choix personnalisé au clinicien et un choix thérapeutique adéquat. Donc elle optimise le traitement du SAOS. La connaissance du phénotype est pour une bonne décision thérapeutique, c'est crucial. Elle permet d'établir des classifications codifiées, moyennant une sédation bien conduite. Et je vous remercie. Donc, merci, professeur Hajij, pour ce tour d'horizon donc sur la sleep endoscopie et surtout l'intérêt de la DICE. Donc, comme vous avez bien signalé, ce n'est pas un examen qui est systématique devant tout syndrome d'apnée de sommeil ou ronflement, mais vous avez déjà montré aussi donc l'intérêt de l'endoscopie d'éveil qui montre beaucoup, où on peut apporter beaucoup de choses. Donc, et ça reste des indications bien précises pour le reste. Donc, la parole est à la salle. Donc, si vous avez des questions.
Oui, une question. Je me présente, professeur Bahatar, pneumologue à Casablanca. On fait chaque jour des bronchoscopies. Et je me demande, qu'est-ce qu'il a de plus ce DAIS? Et est-ce que nous, en tant que pneumologue, on rentre par le nez jusqu'à la trachée et les bronches? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Est-ce qu'on ne peut pas apprendre plutôt à faire ça dans notre contexte en tant que pneumologue? Alors, si j'ai bien compris, vous voulez la similitude et les différences entre une bronchoscopie et une nasofibroscopie, c'est ça? Bah, la nasofibroscopie, elle reste, quand même, une évaluation endoscopique des voies aériennes supérieures. On vous laisse les voies aériennes inférieures quand même. Oui. Donc l'ORL, il est mieux placé pour, les anomalies, osseuses, morphologiques. La sphère ORL, ça c'est notre, point fort, hein, quand même. Après, la collaboration multidisciplinaire, elle est primordiale. Je pense au niveau de nos structures hospitalières à Casablanca, il n'y a pas un SAOS qui est pris en charge par un médecin ou une spécialité à part. C'est une collaboration. Il y a nos collègues pneumologues, il y a l'ORL, il y a le cardiologue qui a peut-être pensé dépister, le neurologue des fois dans les apnées complexes. Donc c'est une collaboration multidisciplinaire et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc ça serait agréable d'avoir le rapport de l'ORL dans la prise en charge. Oui, une dernière question. Oui. Merci. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une place pour l'imagerie, les reconstructions par rapport au plan ORL par rapport à ça? C'est une excellente question. Alors, effectivement, quand on a un projet thérapeutique, notamment dans les chirurgies d'avancement mandibulaire, il y a tout un protocole de... Voilà, on collabore avec nos collègues maxillo. euh, Ils font un protocole donc de céphalométrie complété par des scanographies pour évaluer les bases osseuses. Si j'ai bien répondu à votre question avant toute thérapeutique. Mais parfois, l'examen clinique est évident. Vous avez le rétrognatisme, vous avez la position des dents, vous avez le concours, l'osioïde bas inséré, des choses quasiment évidentes à l'examen clinique qui prédit quand même l'obstacle ou le collapse. Donc, dernière question. Est-ce qu'on peut, c'est une question un peu, j'essaie d'être est-ce qu'on peut pas avoir les mêmes résultats en faisant une simple analyse spectrale des sons trachéaux, sachant que en fonction de l'obstruction, on va avoir un son différent. Est-ce que c'est pas possible et ça sera non invasif, plus simple et moins cher? Alors, il n'y a rien d'invasif dans tout ce que j'ai Mhm. présenté aujourd'hui. La nasofibroscopie, c'est le complément de l'examen de l'ORL pour une épistaxis, pour une obstruction nasale, pour une dysphonie. Vous voyez en temps réel l'anatomie, l'aspect de la muqueuse, le niveau d'obstacle, vous évaluez cliniquement votre patient. Pourquoi aller chercher par analyse du son ou spectrale? Je ne saurais pas l'interpréter déjà. Donc on est plutôt sur, une évaluation anatomique, là je trouve que s'il y a pas de concurrence. Peut-être que dans des projets de recherche, on pourrait rajouter ça, mais dans la pratique clinique, le patient a besoin de voir et il voit avec nous. Déjà dans la nasofibroscopie éveillée, il voit on enregistre, on lui montre le niveau d'obstacle. On réserve la DICE, là, un petit résumé avant de vous donner la parole si vous permettez. On réserve la DICE aux échecs thérapeutiques parce qu'on emmène le patient au bloc. Il faut savoir que c'est pas coté en ORL. Il n'y a pas de remboursement et on prend un risque anesthésique ou une consultation. On fait la DICE quand on a un échec d'une thérapeutique antérieure, quand on a un projet thérapeutique d'une chirurgie, même je dirais pour une chirurgie vélaire, parce qu'on a vu pas mal d'échecs de chirurgie du voile, parce qu'on n'a pas pensé au multisite. Donc avant de proposer une chirurgie, un plan du l'hypoglosse est quasi systématique, encore plus une chirurgie robotique, la base de langue, une chirurgie vélaire, demandez une DICE. Nous, facilement, on l'a fait avant le geste. En programme, on peut économiser au patient quand nos confrères maxillo font une avancée mandibulaire. En passant premier, on évalue, on statue et on peut même pas la coter. Donc, si ça apporte un plus pour le patient. Voilà, donc on est sur des examens cliniques et complémentaires validés. Oui, donc avant de passer la parole au professeur Nawar, je confirme que ce qu'il a dit, donc le professeur Hajij. Donc, on a des examens complémentaires ou une collaboration multidisciplinaire.
Donc, la sleep endoscopie, ce n'est pas un examen de première intention. Il a bien signalé. Mais parfois, si vous avez un obstacle bien évident, il faut traiter l'obstacle. Mais parfois, on a un échec. Le malade, il a toujours le même problème, échec thérapeutique. Et à ce moment-là, on fait donc la sleep endoscopie. Et la sleep endoscopie, c'est un examen qui est dynamique. On voit exactement qu'est-ce qui se passe au moment de sommeil. L'obstacle, il siège où exactement? Ni les autres examens, donc ni le scanner, rien ne peut montrer qu'est-ce qu'il peut montrer donc l'endoscopie. Donc, on voit directement qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est une sorte de sommeil induit et on voit l'endoscopie, on fait l'endoscopie à ce moment-là et on peut vraiment préciser le siège de l'obstacle. Merci. La thérapie Oromio? D'accord. Oui, alors, on va un petit peu contraster les choses. Donc, une rééducation, c'est pas invasif. On va la proposer toujours. Pourquoi on va demander une DICE pour faire une rééducation qui reste quand même minimal invasive? On demandera une DICE quand on va emmener le patient pour modifier sa structure mandibulaire, faire des ostéotomies avancées, pour lui faire une chirurgie vélo-amygdalienne, une UVPP. Quand on va faire une chirurgie avec un implant pour stimuler le nerf hypoglosse. Donc, et elle est vraiment à un niveau autre. Donc, tout ce que vous proposez pour le patient, c'est-à-dire la rééducation, poser une orthèse, les thérapeutiques, par exemple, un SAOS sévère, vous mettez la CPAP directement. N'attendez pas le résultat de la TAES. On sera, nous, d'appoint. Les ORL seraient d'appoint dans pour d'autres sous-types de patients. Merci beaucoup. Merci, professeur Hajij. Et c'est un honneur pour nous, ORL, d'être avec vous dans ce tour d'horizon de l'apnée de sommeil. Peut-être que je vais rebondir sur une petite, avant d'introduire l'orateur suivant, une petite réflexion par rapport à la réflexion de professeur Sabil, l'analyse spectrographique. Paradoxalement, moi, je le conçois parfaitement. Donc, une analyse spectrale du conduit auditif permet peut-être d'orienter vers le niveau le plus important d'obstacles, surtout quand on a le problème de l'apnée de sommeil, à mon avis, c'est les multisites. C'est jamais un site, l'hypertrophie amygdalienne ou turbinale. C'est le patient qui a plus de 30 d'IMC, qui est obèse, qui a un voile, une base de langue, des parois pharyngées qui se collabent. Et là, peut-être l'apnée de sommeil, la slipondoscopie va nous orienter vers un site anatomique, mais peut-être l'analyse spectrographique permettrait d'appuyer là où je vais commencer. Qu'est-ce que je vais traiter au début? Est-ce que je vais traiter les turbines? Est-ce que je vais faire le voile? Est-ce que c'est un patient qui va entrer au bloc pour une full house, j'allais dire, chirurgie, c'est-à-dire turbine, voile et base de langue? Et donc, c'est un domaine de recherche que nous gagnerons tous peut-être à développer. Et donc, sans trop tarder, je vais